Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge ? Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leurs expériences et leurs histoires. J'ai menti au début. Quand j'ai vu de toute façon à quel point c'était compliqué, je me suis dit, alors si je leur dis j'ai ça, j'ai essayé de compenser. Et ça, c'est le conseil le plus précieux d'aujourd'hui, ne faites jamais ce que j'ai fait. En France, plus de 3,1 millions de personnes sont reconnues en situation de handicap par l'administration. 1,5 million se déplacent, ou plutôt tentent de se déplacer en fauteuil roulant. Une poubelle, une voiture mal garée, l'absence de rampe. Pour les personnes à mobilité réduite, les déplacements relèvent du parcours du combattant. Multi-entrepreneuse et polyhandicapée, Stéphanie Gâteau a créé l'appli Handy Road qui s'inspire du GPS routier du type Waze pour faciliter les déplacements. Cette fervente militante pour l'inclusion mobilise également une communauté d'anges gardiens pour favoriser l'entraide et intervenir en cas d'agression. Bonjour Stéphanie. Bonjour Agnès. Quel a été le parcours qui vous a amené à la création d'Handy Road ? Merci déjà pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord vous parler on va dire un peu de mon parcours avant d'arriver à la création d'entreprise. Je suis à l'heure actuelle, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis issue d'une famille où la maladie et le handicap sont très présents, avec des femmes qui ont de grosses difficultés à se déplacer, donc ne pouvant pas forcément travailler, avec des femmes atteintes de surdité comme moi, donc avec des problèmes de communication. Et en fait, je voyais toutes ces femmes malheureusement isolées et je rêvais en fait, moi, de faire le tour du monde. Et comme je savais qu'un jour, je finirais probablement paralysée, je me disais, il faut que je me dépêche de parcourir le monde pour en profiter, tant qu'il est encore temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais en fait, moi, ce qui me passionnait, c'était l'international, mais avec le côté humain. C'est-à-dire comment des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas la même culture, pas la même spiritualité, pas les mêmes méthodes de travail, peuvent réussir à co-construire des projets. Donc toute la partie interculturelle, management, mais aussi stratégie. En fait, c'est la découverte des marchés. Je voulais absolument me positionner sur ce métier. Quand je suis sortie de l'école, j'ai fait Audencia. Je n'ai passé qu'un seul entretien. Et à la fin de cet entretien, on m'a dit, écoutez, vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous voulez faire de la stratégie, vous voulez travailler à l'international, mais vous êtes sourde, vous avez des problèmes de mobilité, donc je vous promets 25 ans de chômage. Et ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que je suis aussi autiste et je n'ai pas parlé quasiment jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Et donc la deuxième mission pour laquelle je me suis présentée, évidemment, et malheureusement, j'ai menti par omission en ne précisant pas les problématiques que j'avais, mais qui étaient bien réelles. Et on m'a envoyé faire mon premier CES à Las Vegas. Donc j'étais ravie, moi qui adorais les nouvelles technologies, l'innovation, c'était juste le lieu idéal pour moi. La seule chose, c'est que par contre, je n'avais aucun budget pour promouvoir l'entreprise que je représentais. Mais en fait, la seule possibilité, c'était de pouvoir présenter une keynote, en sachant que j'avais jamais parlé, jamais fait de conférence, etc. Mais je sais pas, le fait que personne me connaisse, personne ne connaisse mes différences, d'être une inconnue parmi tant d'autres, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé et depuis j'ai jamais arrêté en fait. Donc ça a été un très très beau cadeau qui m'a été fait. Du coup, je me suis dit après tout, pourquoi moi je n'essaierais pas de construire mon parcours à partir de ce qui m'anime, de ce qui permet comme cette conférence de partager, d'aller à la rencontre. J'ai commencé à travailler à l'international dans l'innovation stratégique en plus. L'un des cabinets dont je rêvais m'a sollicité pour me recruter. J'ai dit oui, et en fait, quelques mois plus tard, j'étais juste pas du tout en phase avec ce qu'on me demandait. On remettait le plan stratégique aux dirigeants,
Et on partait. Et je revenais 1 an après, ils n'avaient pas réussi à appliquer une seule ligne parce qu'on leur avait pas donné les moyens non plus de pouvoir la déployer. Le dernier volet qui me correspondait pas, c'était effectivement le volet humain, mais aussi le fait de ne pas être forcément sur des sujets à impact. Et moi, j'ai toujours eu besoin de donner du sens à ce que je faisais. Et j'avais pas cette opportunité, puisqu'un jour c'était des automobiles, le lendemain des aspirateurs, etc. Non pas que ce soit pas intéressant, mais je me sentais pas du tout alignée avec à la fois mes valeurs, mes convictions, et cette idée d'accompagner et de donner les moyens à un entrepreneur de réaliser ses rêves. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je ne pouvais pas réaliser les miens, mais je me disais, voilà, moi j'ai envie d'être au service de causes qui me paraissent importantes. Je me suis toujours demandé comment les nouvelles technologies, par exemple, pouvaient contribuer à résoudre des problématiques, des enjeux qui soient économiques, politiques, environnementaux ou sociaux. Au bout de 10 ans, j'avais à peu près dressé, on va dire, la cartographie de ce qui m'animait. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais me lancer à mon compte et je vais créer mon propre cabinet de conseil en stratégie. Donc jusque-là, tout va bien, si ce n'est que la maladie continue à avancer. Donc la surdité, les troubles moteurs. J'arrivais dans des hôtels qui n'étaient pas accessibles. J'allais sur des événements où malheureusement je ne pouvais pas participer parce que rien n'avait été prévu pour mon fauteuil. Je ne pouvais pas monter sur l'estrade, etc. Et je me suis dit, pas de problème, je vais chercher des solutions. Donc j'ai fait une veille stratégique et j'ai rien trouvé en fait. Et je me suis dit, comment une problématique telle que le handicap ou la mobilité réduite, mais l'accessibilité tout simplement, qui est une problématique qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de genre, qui concerne tout le monde, même ponctuellement. On peut se casser une jambe et ne pouvoir conduire. J'étais dans cette interrogation et je ne trouvais pas d'outils qui répondent à toute cette problématique et qui me facilitent la vie. Et alors, comme je vous l'ai dit, j'ai 3 enfants et j'ai un petit dernier qui avait l'habitude de me pousser mon fauteuil. Alors à l'époque, j'avais pas un fauteuil électrique et le pauvre, il avait 6 ans, entre les graviers, les trottoirs, les poubelles, il pestait, il en pouvait plus. Et de là, mon petit Calix me dit, mais maman, c'est hyper simple en fait ton problème. T'as qu'à créer un Waze pour les personnes handicapées. Et au lieu de la police, des radars, tu mets les poubelles, les voitures mal garées, etc. Et au bout d'1 an, je me suis dit, effectivement, il y a le problème du déplacement pour la personne. C'est 25 millions de personnes en France, donc 3 fois l'Île-de-France quand même. Les aidants, c'est 13 millions qui ont besoin de relais, qui ont besoin de préparer le déplacement des personnes à mobilité réduite. Ça peut être une grand-mère, mais ça peut être un enfant en situation de handicap. On n'en parle pas non plus, mais il y a 1 million d'enfants et d'adolescents qui s'occupent d'un parent malade isolé. Et en fait, le premier volet, c'est pas la mobilité ni l'accessibilité, mais c'est la sécurisation. Comment on sécurise une personne et comment on lui donne une chance d'avoir un quotidien à peu près normal. Et puis l'idée, c'était de rompre un peu l'isolement et de recréer du lien social pour ceux qui finissent par être isolés constamment. C'est-à-dire, si je prends le risque de sortir et qu'il m'arrive un pépin, un obstacle, une difficulté, une agression, et on sait que 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences, et que ça m'est arrivé également, ça fait partie de notre quotidien. Donc je me suis dit, il faut un outil de sécurisation. Et l'idée, ça a été de proposer un outil qui permet de remonter des alertes, mais je voulais que l'humain participe aussi. Donc l'idée, ça a été de créer une communauté d'entraide, ce qu'on appelle nous d'anges gardiens. Par exemple, si j'arrive dans le bâtiment, j'envoie une info en demandant quel est le lieu le plus accessible, l'entrée, la porte d'entrée. Et éventuellement, si quelqu'un peut venir m'ouvrir la porte si je suis en difficulté. Mais ça peut juste remonter de l'info. On peut tous être l'ange gardien de quelqu'un, même si c'est le temps de traverser une route. L'autre défi de l'application aussi, c'était d'être gratuite. Moi, je suis très vigilante, évidemment. Par exemple, dans le projet d'application, il est hors de question qu'on sache où habitent les personnes, à part ma famille, les gens que je vais mettre, mon médecin, etc. Mais on ne peut pas géolocaliser la personne vulnérable. L'idée après, c'est de dire, vous-même, vous contribuez, c'est de pouvoir aussi être récompensé, être l'ange gardien de la semaine, de la journée. Et je trouve ça important de féliciter, pas forcément alors de récompenser matériellement, mais je trouve qu'on se réjouit pas assez des belles rencontres et je trouve qu'on dit jamais assez merci.
pouvez nous décrire très précisément le fonctionnement d'Andy Road ? Voilà, je me casse la jambe et j'ai besoin d'Andy Road. Comment j'utilise ? Alors, il faut donc vous téléchargez l'appli, vous remplissez votre fiche juste en cliquant. Est-ce que vous êtes personne à mobilité réduite ou est-ce que vous êtes ange gardien ? Et je trouvais ça important aussi parce que moi, c'est pas parce que je suis à mobilité réduite que je peux pas être ange gardien. On peut me solliciter pour de l'info parce que je connais les lieux. Vous envoyez en fait un message à la communauté. Par exemple, je vais au Carreau du Temple ou à Vivatech et je dis voilà, quel est l'accès, comment est-ce que une personne, soit qui connaît, soit qui va se déplacer, avoir la gentillesse de se déplacer, me dire faut passer par telle entrée, il y a une entrée PMR, etc. Pour la partie remontée d'alerte, il y en a une à l'aller, par exemple, pour rassurer mes aidants du quotidien, et il envoie automatiquement un SMS en disant la personne est bien arrivée. Si effectivement sur le trajet on rencontre des obstacles, alors ce qui est très rigolo, c'est que par exemple on a la communauté des skateurs qui nous ont dit mais nous on trouve ça génial, on veut contribuer, on connaît tous les trottoirs, tous les travaux, etc. Donc nous, sans problème, on peut la remplir, votre appli. Quand vous êtes en difficulté, soit vous envoyez une alerte à vos favoris. Pour le sujet des violences, par exemple, l'application peut être reliée à un commissariat, peut être reliée à la gendarmerie. On a même une version pour les hôpitaux. L'idée, c'est quand la personne sort de l'hôpital, alors Andy Road qui sera appelé sous le nom de l'hôpital, et dedans, ils pourront mettre l'infirmière de service, le chef médecin, le kiné, toutes les personnes, et puis qui repartent mais en disant, si chez vous, il y a quoi que ce soit, directement on est alerté. Les anges gardiens, vous les trouvez comment ? Moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'espérance et j'ai foi en l'être humain et je dis souvent la solidarité sauvera le monde. Avant on gardait, en tout cas les personnes âgées, on en prenait soin, voire on les gardait chez soi. Les personnes en situation de handicap, on les plaçait pas dans des instituts, on faisait comme on pouvait et c'était très difficile, mais on les gardait chez soi. Je pense que l'entraide et la solidarité, malheureusement, moi je la vois s'effilocher de plus en plus. Et parce qu'il y a un climat aussi d'incertitude et de peur. Or, forcément, quand on est en situation de peur, on a peur de l'autre. Et donc, c'est un frein à la rencontre et donc à la solidarité, par définition. Donc, l'idée, ça a été de me dire, la solidarité, moi, j'ai envie, de récompenser ceux qui font, non pas un effort, mais chez qui, naturellement, il y a une empathie, il y a une volonté d'être dans l'accueil. Inciter, non pas au lieu de pointer du doigt celui qui est très désagréable, mais et j'espère que je vais trouver des partenaires pour monter ça. L'AFNOR est déjà d'accord sur le principe. Il n'y a pas à l'heure actuelle de label de comportement. Et l'idée, c'est de créer un label pour identifier sur l'application les endroits qui sont pas forcément handi-accueillants, mais accueillants tout court. Les femmes dans la tech ne sont que 1,9% à trouver du financement. Il n'y a pas de fonds sur les violences faites aux femmes. C'est un fléau, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Sur le handicap, il n'y a pas de fonds non plus. Il y a des fonds à impact, mais pas sur des sujets, sur des enjeux comme l'inclusion, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on en profite pour dire « Ok, c'est difficile, mais on va essayer autrement. On va essayer peut-être des partenariats, du mécénat solidaire. » Est-ce qu'il ne faut pas que cette parole existe quand même ? Ou est-ce qu'on dit « Tant pis, c'est trop dur, j'arrête ?» Je trouve qu'avec la puissance à l'heure actuelle des réseaux sociaux, on a des outils gratuits, accessibles, qui permettent d'avoir une parole, qui permettent une mise en relation incroyable. Donc c'est pour ça qu'en fait, Andy Road, ça nous prend beaucoup de temps aussi, parce que nous, l'idée aussi, c'est d'interpeller les grands groupes et de leur responsabilité sociétale de donner le là. Si aujourd'hui, les grands groupes ne montrent pas que ça fait partie de la vie, une personne sur deux dans sa vie va être confrontée au handicap et à la maladie. Tant qu'on ne le prendra pas comme quelque chose de naturel et de normal, les gens seront mal à l'aise avec ces sujets. J'ai menti au début. Quand j'ai vu de toute façon à quel point c'était compliqué, je me suis dit, alors si je leur dis j'ai ça, et en plus tous mes clients ou toutes les personnes que j'avais connues auparavant ne savaient rien. J'ai essayé de compenser, et ça, c'est le conseil le plus précieux de votre vie, ne faites jamais ce que j'ai fait. C'est-à-dire tout le monde essaie de compenser, de ne pas montrer que, sauf que c'est épuisant moralement, physiquement.
Moi, ça a altéré ma santé parce que je m'obligeais à être debout alors que j'avais trop envie de prendre mon fauteuil. Mais je me disais, on me dit, tu t'es cassé une cheville. Non, ben non. Et on me voyait debout, on me dit, t'es guérie. Non, je suis pas guérie, mais juste aujourd'hui, je vais être un peu debout et tant mieux. Et je le dis aux jeunes, par exemple, et aux entrepreneurs que j'accompagne. Ces profils-là, on devrait se les arracher à prix d'or. Factuellement et stratégiquement, c'est une question de bon sens. Les personnes qui ont eu des maladies très graves, qui sont confrontés au handicap, même les mamans aidantes ou les papas aidants, etc. Ce sont des soft skills dont on a absolument besoin en ce moment. Ils savent au quotidien sortir de leur zone de confort. Ils savent se dépasser au quotidien. Ils sont hyper loyaux. Ils vont être juste parfaits, ils vont bosser. On sait qu'ils sont 3 fois moins absents que les autres. Ils sont innovants parce qu'ils sont obligés d'être créatifs pour trouver des solutions, etc. Ils ont la persévérance. Je me dis, on est dans un contexte de crise incroyable. À critères égal, âge égal, diplôme équivalent, je vous défie de trouver quelqu'un qui aura autant de qualité à l'heure actuelle pour nous aider à résoudre les crises par lesquelles on passe à l'heure actuelle. Le message que vous faites passer sur l'inclusion, sur la nécessité de contribuer à ce que les personnes puissent se déplacer, quelle que soit leur situation, c'est grâce à votre rôle de modèle d'entrepreneur aussi que vous pouvez aider en encourageant les personnes dans cette situation à être entrepreneurs. Finalement, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. On nous a appris à avoir honte de ce qu'on est, mais si on dépasse pas ça, en fait, ce dialogue, cette rencontre, elle n'existera jamais. L'accessibilité numérique a un peu valeur d'exemple avec Andy Road. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui sont venus vous voir pour vous demander conseil en termes d'accessibilité numérique ? C'est même pas des entrepreneurs, c'est des pays qui me sollicitent en me disant « je vous donne ma solution, rendez-la moi 100% accessible ». Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, je n'ai de la demande à 99,9% que des pays étrangers. En France, c'est malheureusement très rare et pourtant ça a marché colossal. La conception universelle va être obligatoire en 2027. On n'a pas de talent, on n'a pas de formation pour la conception universelle. Demain, quelqu'un veut faire fortune, c'est un boulevard. Après, la difficulté, c'est effectivement comment on fait quand on est maman solo, quand on est malade, quand on est en situation de handicap, quand on n'a pas beaucoup de moyens, parce que malheureusement la maladie et le handicap, c'est souvent synonyme de précarité. Donc comment on fait pour créer une entreprise ? Et là, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement que c'est possible. C'est très difficile, mais c'est possible. Je suis un peu pour essayer d'aider les gens à être au maximum autonomes. C'est pour ça que le dirigeant, j'aime bien transmettre des compétences et les moyens de réaliser son projet. Pour les personnes en situation de handicap ou les entrepreneurs, c'est un peu la même chose. On est face à soi-même et en fait, il faut se dire, ok, j'ai une chance, j'ai une opportunité. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas réussi, je reviens dans ma case départ. Et je pense que cette audace, surtout quand on se sent parfois un peu différent et diminué par rapport à d'autres personnes, ça permet de se découvrir aussi, de découvrir ses ressources qu'on n'aurait pas imaginées. Et je trouve qu'aussi, ce qui est important de faire passer comme message, c'est que si on ne vous la donne pas, cette opportunité, comme moi, personne en fait vous empêche de la saisir. Des difficultés, il y en aura toujours. Ça peut être le deuil, ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être un divorce. Mais en fait, les obstacles font partie de la vie. On a des outils comme on n'en a jamais eu pour se mettre à son compte et même si on ne vit pas forcément de sa passion, mais réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment un beau cadeau à se faire à travers l'entrepreneuriat et rien n'empêche de rester sécurisé en se disant, voilà, pour des raisons financières, j'ai un quotidien et j'ai un emploi, mais de se dire à côté, j'ai un projet qui me tient à cœur et je vais essayer de le réaliser. Ce qui motive au quotidien, c'est cette puissance qu'on développe et qui nous est propre, en fait, d'avoir cette capacité vraiment de créativité, de participer à la vie sociétale, entrepreneuriale et surtout les entrepreneurs et les petites entreprises. On a une vraie place et une vraie parole à prendre. Bonne continuation à Stéphanie Gâteau. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.